Alors, je vais commencer par poser à Robert une première question. D'où te vient cet attrait pour les sagesses traditionnelles et plus particulièrement pour la peinture zen? Je crois que c'est une saine curiosité, parce que très jeune, j'ai perçu qu'il y avait autre chose que dans le quartier où je vivais, et qu'il y avait quelque part dans le monde, ça résonne un peu, et qu'il y avait dans le monde d'autres choses, d'autres hommes, et donc d'autres vérités, d'autres cultures. Et j'ai eu très envie, en étant jeune, d'aller chercher ailleurs. Et je devais être à peu près le seul à fouiner dans des bibliothèques où je trouvais tous les grands pontifs, merveilleux auteurs littéraires français. Mais j'allais chercher du côté des étrangers et j'avoue que le rayon était plus étroit. Et je suis allé du côté des philosophes de l'Inde, de la Chine, du Japon, etc. Oh, je devais avoir 22, 23 ans. Parce que le monde est grand, la réponse. Je t'ai présenté comme quoi tu avais une peinture qui est définie, que je définis comme l'art du simple. Oui. Tu pourrais nous la définir concrètement, cet art du simple, c'est quoi? Elle n'a pas une grande presse, parce que le simple, nous n'y sommes pas dans ce monde. On est dans un monde, et nous sommes dans un monde compliqué, dans un monde souvent de la complication à la confusion où il n'y a qu'un pas. Et il y a une peinture qui est celle-ci, que j'ai apprise et que j'ai trouvée absolument magnifique, ou magique, j'en sais rien, mais vraiment superbe, qui demande à simplifier son regard, simplifier ses gestes, à ne pas revenir plusieurs fois sur le travail que l'on accomplit, pas de retouche possible, pas de ce que j'appelle du maquillage, pas de surcharge, et donc un trait, un coup de pinceau, un trait. C'est un art où il y a une grande économie de coups de pinceau. Il n'y a pas de possibilité de revenir dessus et de changer les choses. À cet égard, je dois avouer que dans mon atelier, j'ai une grande table, mais j'ai une grosse poubelle. Et il y a beaucoup de papiers qui partent à la poubelle parce qu'il suffit qu'un trait soit pas bon, soit voilà, un peu misérable, et donc le papier part à la poubelle. Tout doit être fait de façon spontanée, suivant l'intuition que l'on a et qui nous traverse, selon ce qui nous saisit au niveau de l'émotion, au niveau de l'harmonie, au niveau de la beauté. Et c'est vrai qu'on y va un peu en tremblant parce qu'on n'est jamais sûr que le geste soit, sinon parfait, mais du moins ajusté. Et donc c'est une école de la simplicité. Nous aurons tout à l'heure l'occasion de voir ça, oui, puisque tu vas peindre en direct. Oui. Mais j'ai encore quelques questions. Tu as suivi deux grands maîtres, l'un au Japon, l'autre en Chine. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu la particularité de chacun d'eux? Alors le premier maître en fait que j'ai rencontré, qui n'a pas voulu m'enseigner, qui était un jeune Chinois qui parlait français, ce qui était très économe pour moi parce que je ne comprends pas le chinois, enfin mieux maintenant mais pas à l'époque. Il était français et il donnait un stage de peinture à des gens que je ne connaissais pas, c'était un groupe. Et j'ai poussé la porte et j'ai vu ce qu'il faisait avec un pinceau en quelques minutes. Et je me suis dit, ça, j'en fais mon affaire. C'est certainement d'une facilité incroyable. Si lui fait ça, je ne vois pas pourquoi, moi, je ne serais pas capable d'en faire autant. Et ça a été le déclic, parce que quand il m'a remis un pinceau entre les mains, j'ai été d'une médiocrité totale. Et par nature, je crois que par nature, le ciel a été bon avec moi, j'aime les défis. C'est quand c'est difficile que ça m'intéresse.
Ça commence à m'intéresser quand ça devient un peu difficile. Et donc j'ai cherché, et je ne dirais pas par hasard, parce que le hasard, je n'y crois pas, je crois que le hasard, ce sont des rendez-vous. J'ai eu la possibilité de rencontrer en Chine, avec l'aide d'une jeune Chinoise qui vivait en Suisse, que je connais bien, qui est devenue une amie, la possibilité de suivre un stage avec lui en Chine. Je l'ai rencontré, et là aussi, ça a été une épreuve, parce que quant au groupe, parce que j'étais dans un groupe de Suisses, j'étais le seul Français, pourquoi pas. Quand le groupe était en train de faire un croquis sur un cahier, nous avions tous des cahiers, des stylos, en face d'une extraordinaire montagne, une chaîne de montagnes. Tout le monde après lui montrait, pour avoir une appréciation, et là on n'a pas besoin de parler chinois pour avoir l'approbation de quelqu'un, ou au contraire la désapprobation polie. Et quand je lui ai montré le mien, il n'a pas voulu le voir. Ce qui était encore une difficulté supplémentaire. Et j'ai appris que mon croquis était un peu meilleur que les autres et qu'il ne voulait pas dévaloriser ceux des autres. Mais j'ai appris ça plusieurs années après. Donc lui, il a accepté. Parce que quand il donne une émission à la télévision, il y a à peu près entre 350 millions et 400 millions de téléspectateurs. À la télévision chinoise, bien sûr. Et donc il reçoit des sacs de lettres la semaine qui suit, demandant par tous les Chinois qui ont vu l'émission d'apprendre avec lui. Et bien sûr, il dit non, parce qu'il ne peut pas dire oui à quelqu'un. Voilà. Sauf à deux personnes, un Canadien et un Français, dont je suis, qu'il a accepté de prendre sous son aile. Donc voilà l'immense cadeau qui m'a été donné dans la vie. Voilà. Et le deuxième maître? Alors le deuxième maître, c'est un Japonais qui est aussi devenu un ami. On se tutoie, mais il m'a beaucoup impressionné parce que, avec une fière allure de la grande famille des calligraphes japonais, et là aussi, c'est le passage à l'épreuve. Sous-entendu, dans le langage qui ne se dit pas, « Ah, tu veux apprendre la peinture à l'encre ?» Eh bien, on va voir ce qu'on va voir. Et donc, voilà, pinceau et une petite feuille de bambou. Et là, le jugement tombe et la bienveillance avec, ce qui fait qu'il a accepté aussi pendant quelques années de me prendre comme un de ses élèves. Donc j'ai tellement reçu que j'ai eu envie de donner après. Et pour ces deux maîtres, à quel endroit se complète leur enseignement pour toi? Alors l'enseignement du maître chinois, qui s'appelle Xiao Hong, il est à Pékin, mais quand nous partons, il accepte pendant 15 jours de voyager avec un chauffeur. Nous partons avec un chauffeur, un interprète, un militaire qui nous accompagne. Sa femme, voilà, lui et moi, on est 6 dans une grande voiture, et on part dans toutes les montagnes, les bords de mer, les plaines, les collines, etc. Donc on sillonne la Chine, en fait, chaque année, tantôt dans l'ouest, tantôt dans le nord-est de la Chine, etc. Donc c'est vraiment en Chine, et il ne peut pas sortir, il n'a pas de passeport, il ne peut pas sortir, il ne peut pas venir en Europe. Et l'autre maître, il voyage entre Tokyo et Paris. Donc ça se passe souvent à Paris et de temps en temps à Kyoto ou à Tokyo. Voilà. Alors tu t'es approprié leur tradition? Un peu. Et comment la voir au-delà du simple geste? La question est? Comment voir cette tradition au-delà du simple geste? Alors, encore une fois, j'ai eu rendez-vous avec ces maîtres-là qui m'ont montré le meilleur de leur culture, les plus beaux paysages de Chine. Tout ce qu'il y a de beau était une nourriture de l'âme
un contact avec la beauté et l'harmonie. Et de même au Japon. Donc j'ai rencontré des paysages stupéfiants de beauté, j'ai rencontré une bienveillance extraordinaire, j'ai rencontré une certaine fierté qu'ils avaient qu'un occidental s'intéresse à leur patrimoine, parce que c'est quand même une peinture qui a, allez, 1500 ans d'âge. Donc, plutôt une fierté de leur part de voir qu'un occidental non seulement va apprendre, en plus il est curieux cet occidental parce qu'il ne parle pas le japonais, il ne parle pas couramment le chinois, donc il est un peu bizarre, mais il est intéressant pour le travail qu'il a capté, qu'il a fait, parce que c'est vrai que ça représente je ne sais pas combien de milliers d'heures de travail. Et leur bienveillance a fait le reste, ce qui fait que, ben oui, ils sont aussi un peu fiers de moi, autant que moi je le suis d'eux. Et alors, quels sont les détours pour une autre tradition que la sienne? Que la mienne? Oui. Alors je crois que, encore une fois, je fais une grande différence. Je le disais quand j'avais des élèves, puisque un des derniers métiers que j'ai fait, puisque j'ai exercé plusieurs métiers dans la vie, j'étais professeur dans une école d'ingénieurs, professeur de sciences humaines, et je voyais très bien la différence qui existait chez ces jeunes-là, qui n'avaient jamais quitté la France, qui ne voyaient le monde qu'à partir du centre du monde, c'est-à-dire d'ici, la France, et qui n'étaient jamais allés ailleurs, qui n'avaient jamais franchi d'autres frontières, au prix même peut-être des difficultés du voyage. Quand je suis allé en Inde pour la première fois, avec un groupe de copains, on n'a pas voulu y aller en avion. Donc, on a acheté deux gros des petits cars, et on est parti en car. Alors ceux qui se fichaient de moi disaient « Tiens, Robert est parti un week-end en Inde en voiture ». C'est-à-dire que c'est vrai, 11 000 km aller, 11 000 retours, en traversée du désert de l'Afghanistan, du Pakistan, etc., de tous les pays. Mais ça forme une vision des autres, de ce qui se passe ailleurs dans le monde. Et quand je suis retourné ensuite sur la terre d'Israël, le même étonnement, c'est-à-dire encore un autre peuple, une autre histoire, une autre manière d'écrire, de parler, d'accueillir. Et puis, sur les pas du Nazaréen, en plus, et non plus du Bouddha, ce qui fait que là aussi, il y a eu des choix que j'ai pu faire, mais en même temps, en ayant fait ce grand détour, sans ignorer les mystiques de l'Inde ou les grandes traditions de l'Asie. Alors j'ai une autre question un peu curieuse. Parce oui, que vas-y. Je sais que tu es partisan du christianisme. Et comment tu le concilies avec la tradition chinoise? Je ne sais pas trop comment je concilie, mais je n'ai rien trouvé qui avait une percussion, une force de vie, une puissance de vérité aussi affirmée de la part de celui que j'appelle le Nazaréen, qui a couru le risque énorme de la douleur et de l'échec. Et je crois que cet extrême de la capacité d'aimer les autres, c'est pour moi un sommet. Alors je comprends qu'il y ait, parce que j'ai fait beaucoup de hautes montagnes quand j'étais jeune, j'étais chasseur alpin, et donc j'ai gravi des sommets avec bonheur, et j'ai vite appris qu'il y avait plusieurs voies pour un même sommet. La face nord, la nord-est, par la glace, par la roche, mais que le sommet est le même.
tous au même but. Oui, oui. Alors, je sais que tu es le premier Français à exposer dans la plus ancienne galerie de Pékin, qui a été fondée en 1672, exact, si je me souviens bien. Oui. Et comment s'est fait ce choix pour toi? Car en principe, aucun Français n'expose dans cette galerie. N'a jamais exposé, effectivement. N'a jamais exposé. Oui. Comment s'est fait ce choix? J'étais avec un jeune ami, parce que j'habite à côté de Toulon, qui n'est même pas une ville qui est connue par les Chinois. Où est-ce que vous habitez à Toulon? Ils sont très respectueux, mais ils connaissent Paris, Nice un petit peu. Et ce jeune ami était étudiant à Toulon et je lui avais demandé de m'accompagner en Chine, comme interprète. Et nous sommes allés dans la fameuse galerie Rinpoché, qui est la plus connue des plus anciennes galeries, qui n'a même pas été ennuyée, si je puis dire, par Mao Tse-tung, qui lui a préservé cette galerie. Il a préservé deux choses, Mao Tse-tung, dans sa révolution culturelle. Des points de rencontre dans des galeries traditionnelles, donc des écoles de peinture, et les pharmacies. Parce que le peuple avait quand même besoin, et lui aussi, de se faire soigner. Et cette galerie, nous l'avons visitée avec mon jeune interprète, Yao. Et là, j'ai fait connaissance avec, je ne veux pas rentrer dans les détails, avec le fils de Chi Bai-she. Et donc, un petit Chinois m'a demandé si j'étais peintre, parce que quand on voit un visage occidental au milieu de tous ces Asiatiques, alors je lui ai montré 2 ou 3 choses que je faisais dans un carnet, et il m'a dit, vous devriez aller voir le manager de la galerie. Ce que nous avons fait le lendemain. Et lequel manager de la galerie a dit, si vous voulez, vous pouvez peut-être exposer ici, je vais demander à notre conseil si nous pourrions vous donner cette possibilité d'exposer dans cette galerie, ce qui a été fait. J'ai reçu 3 mois plus tard en France un accord de la part de leur conseil. Magnifique. Alors maintenant, on va te demander... C'est mon seul diplôme d'ailleurs. On va te demander de passer à Ok, l'œuvre, volontiers. Pour notre public. Très bien. Et je te laisse parler en même temps parce que je sais que tu oui, as c'est quand même plus intéressant de voir et d'entendre en même temps, oui, bien sûr. Voilà, je vais vous faire une petite démonstration sur un carton que j'aime bien, qui est déjà contrecollé avec du papier de riz. Parce que c'est un art très fugace. On ne peut pas, et vous allez vite le comprendre, on ne peut pas rester avec un pinceau longtemps sur un papier qui absorbe. Si je trempe, je ne sais pas si vous voyez, oui, si vous voyez derrière la caméra. Puis c'est peut-être là que ça va se passer, surtout. On ne peut donc pas faire en sorte qu'on reste très longtemps sur un papier, parce que sinon, sur un papier de riz, qui est très absorbant, eh bien, il va immédiatement boire. Donc, notre geste va être quasiment, et il va apprendre, bien entendu, obligé d'être un peu plus rapide pour éviter au papier de faire une grosse tache qui n'est pas évidemment, qui serait la trace de ce que je disais tout à l'heure des papiers qui seraient à jeter tout de suite à la poubelle. Voilà. Donc c'est un papier de riz qui est très beau et qui est collé sur un carton. Au moins comme ça, il est déjà tout préparé. C'est un art pauvre. C'est un art pauvre parce que c'est avec de l'eau, avec de l'encre,
avec des pauvres pinceaux, il faut le redire, de l'eau, de l'encre, des pinceaux en poil de chèvre, en poil de loup, en poil de léopard, en poil de... Alors là, les richesses sont innombrables dans ce domaine. Il n'y a donc pas énormément de matériel. Il n'y a que vraiment l'essentiel. L'encre, la plupart du temps, quand je travaille chez moi, c'est une encre qui est faite à partir d'un bâton d'encre séché qui est frotté sur une pierre. Et l'encre est à base de suie, essentiellement le résultat de la combustion du pain, du bois de pin dans les cheminées de nos grands-pères et de nos grands-mères. Enfin, il y a encore des cheminées, heureusement. Voilà, je vais faire quelque chose d'assez simple, puisque c'est l'art du simple. Vous repérez sans doute Vous pouvez rentrer. Qu'il y a quelques pinceaux. Celui-ci qui est dans l'approvisionnement de l'eau, c'est celui qui est le porteur d'eau. Il y a un beau symbole d'ailleurs parce qu'il est en poil de chèvre, celui-ci, et celui dont je vais me servir est en poil de loup. Alors rassurez-vous, on ne tue pas les loups, hein, on les élève. Robert, juste, nous avons un tout petit problème technique puisque on est en train de remettre en place pour que ça passe sur l'écran. Ah oui, en effet. D'accord. Voilà. Mais je peux continuer de parler. Absolument. Bon. Et donc je disais, c'est assez cocasse parce que c'est le pinceau en chèvre qui donne à boire au loup. Ce qui est plutôt sympathique. Donc ils ne se dévorent pas entre eux. C'est comme je le disais tout à l'heure à Thérèse, nous sommes dans la bienveillance. Voilà, je mets les 4 coins ici. Vous voyez le papier? Bon. C'est bon? Ça devrait être bon? C'est bon? C'est à vous que je le demande dans tous les cas. Oui. Alors, est-ce que vous avez des questions peut-être déjà maintenant? Parce que ce serait aussi l'occasion de pouvoir un échange. Si vous avez des questions, vous approchez près du micro. N'hésitez pas. Et vous pouvez poser votre question. Tu as déjà une première question. Oui, alors moi j'avais une question par rapport justement à cette préparation que vous avez. Est-ce que vous entrez dans une pratique? À chaque fois c'est une pratique, ou alors est-ce que c'est une prière? On rentre en prière et ensuite on jette ce premier jet. Vous parliez d'intuition tout à l'heure. Moi ce qui m'intéresse c'est de savoir, y a-t-il un but quand vous allez commencer à mettre votre pinceau? Pour moi, toute disponibilité est prière. À partir du moment où je suis disponible, et attention, sans faire semblant d'être disponible. Et donc, si mon geste est disponible, si mon attention est disponible, s'il y a à la fois cette double présence, sans être un double personnage, hein, ce n'est pas une schizophrénie, c'est une vraie présence, à la fois à ce que j'ai l'intention de faire, à ce que je suis, et simultanément la présence à ce qui m'entoure. Ça, j'apprends à mes élèves, c'est très sympathique. Parce qu'on imagine que quand on peint, il faut s'isoler, il ne faut pas de bruit, il ne faut pas de musique, il faut penser à rien.
pour moi, tout ça est faux. Je n'ai pas appris ça du tout. Il faut être présent, je dirais à 100%, c'est peut-être un peu prétentieux, mais présent. C'est une école du regard, c'est une école du cœur, c'est une école de la présence. À ce moment-là, c'est une prière. Il y a un dicton soufi qui dit « Lorsque l'oiseau ouvre ses ailes, il prie ». C'est-à-dire, il est conforme à sa propre nature. Il est conforme pour l'oiseau d'ouvrir ses ailes, dans sa nature. Si ma nature est, et je suis conforme à la volonté et au désir de créer quelque chose pour vous et devant vous, je suis comme l'oiseau, j'ouvre mes ailes. Est-ce que vous passez par des images, on va dire, inspirées? Est-ce qu'à ce moment, parce que vous savez ce que vous allez, là, dans l'instant, dessiner, ou alors vous allez laisser ces images vous parler, ou cette pensée, je ne sais pas comment la nommer. Alors, pour être vrai, à 50%, je sais ce que je vais faire. Mais à 50% seulement. Je ne suis pas... J'espère qu'un artiste n'est pas formaté au point d'être dans la pure et simple volonté d'exécuter quelque chose qui est comme un logiciel bien fait pour obtenir le résultat qu'il souhaite. Ça, ce serait l'effet d'un apprentissage, je dirais, volontaire, volontariste. Je ne crois pas à la volonté. Je vais vous choquer peut-être, hein, mais au moins vous retiendrez ce qui vous a choqué, je l'espère. Je crois au désir de faire quelque chose, mais pas à la volonté. Et c'est tellement vrai que quand on veut se débarrasser d'une mauvaise habitude, combien de fois j'ai entendu... J'étais professeur de yoga avant, ça n'a pas été dit, mais je rectifie. Pendant 19 ans, j'ai enseigné le yoga. Alors ça, les Chinois le comprennent très bien. Il ne parle pas le chinois, celui-ci. Il n'a pas vécu en Chine, mais il y a chez lui un langage du geste, cette sorte de conscience du geste que j'ai entendu d'ailleurs ici ou là en me promenant dans les couloirs du salon, cette affaire qui consiste à être en adéquation avec soi-même, se chercher, se trouver, s'apprécier, se vouloir du bien, avoir une certaine estime de soi. J'ai vu ça très très répandu dans le développement personnel. Ben, on est là-dedans, on est dedans. Dans l'acte de création, on n'est pas programmé par la volonté pour moi. On est dans le désir d'être vrai pour soi et pour l'environnement. Sinon, il n'y aurait que moi, et ça, on n'en peut plus, des gens qui se prennent pour le centre du monde. C'est très fatigant. Ou alors, il n'y aurait que les autres et moi, je m'oublie. Non, pas plus. Donc, c'est aussi un équilibre. Et ça, dans cette voie du soumillé, dans la peinture zen, il y a un fort équilibre où il n'y a pas repli sur soi, et où il n'y a pas à être dans une mode pour les autres. Merci beaucoup. OK ? Merci. Oui. Alors donc, 50% seulement. Oui. Alors n'hésitez pas à vous approcher du micro si vous avez une question en cours de route. Et puis n'hésitez pas même à vous approcher d'ici, parce que c'est encore plus... Enfin, ça, c'est vraiment super de pouvoir regarder en vrai et dans l'immédiat. Mais rapprochez-vous bien volontiers. Je vais commencer par quelques détails. Je mets de l'eau dans une deuxième coupelle.
Est-ce que tu peux te mettre légèrement sur le côté parce qu'on ne voit pas ce que tu peins là, comme on t'a montré tout à l'heure. Voilà, Ça va? super, super. C'est mieux? Corrigez-moi, je vous en prie. Hein. N'hésitez pas. Bon, vous voyez déjà un peu ce que j'ai derrière la tête, n'est-ce pas? Si tu peux te mettre sur le côté. Je vais mettre un lien entre ces différents éléments. Et rajouter quelques éléments d'une teinte un peu différente. Si tu restes comme ça, c'est parfait, on voit tout.
petite feuille très discrète, très petite, très fine. Le geste doit pouvoir être aussi fort à certains moments, puissant même, et extrêmement rapide et délicat ou quasiment très déterminé de toute façon pour être dans le souci que nous avons de représenter la vivacité de la vie, c'est-à-dire cette sorte d'explosion de la petite vie discrète et puissante. Voilà. Et nous avons ici une équation à résoudre dans le sens où nous devons pouvoir, et notamment, c'est vrai dans le bambou, mais c'est vrai dans bien d'autres représentations de la nature, être à la fois, comme dans la nature, rechercher l'organisation de la nature et la confusion de la nature. Quand vous regardez les bambous de près, vous apercevez que, et les arbres dans une forêt, vous apercevez d'une énorme diversité, de quelque chose d'extrêmement varié, impossible à saisir pour un peintre. On ne peut pas tout représenter, donc il va falloir choisir. Donc ça paraît d'une grande confusion. En face d'une forêt, tout est mélangé. Mais en même temps, quand on se rapproche, on voit que tout est organisé très bien. Et que chaque pouce, chaque branche, chaque petit brin a un lien, qu'il y a une façon que la nature a d'être décroissante vers l'extrémité, que les petites branches de bambou sont comme des hirondelles, les petites feuilles de bambou sont comme des hirondelles, elles s'envolent, et que la nature n'est pas ni médiocre, elle ne fait pas n'importe quoi et pas n'importe comment. Il y a donc une organisation sous une sorte d'apparente confusion. Et cette espèce d'équation difficile pour tout artiste d'ailleurs, pas simplement un peintre, mais tout artiste a quelque chose à résoudre dans ce qui est la grande diversité et les choix qui sont à faire dans cette diversité pour faire apparaître en relief la beauté et l'harmonie des choses. Voilà. Vous la voyez de face. Est-ce que tu peins tous les jours? Je peins 2 fois par semaine. J'ai un rendez-vous avec moi. Des fois, je le rate, mais la plupart du temps, oui. 2 fois par semaine. Le mardi et le vendredi, on n'y touche pas. Et tu formes un public désireux de connaître cet art? Oui, parce que j'ai écouté dans la philosophie indienne ce proverbe. D'ailleurs, Mère Teresa le citait souvent. Tout ce qui n'est pas donné est perdu. Et quand on a le sentiment d'avoir reçu quelque chose, il est important de pouvoir le transmettre. Moi, je le ressens comme ça. Et ce que j'enseigne, et qui est vraiment un vrai bonheur pour moi, et c'est, je dirais, ma mission, en quelque sorte, Bernard Montault dirait c'est ma tâche, c'est de faire découvrir que toute personne est créative. Oui, mais moi, je ne sais pas peindre, je ne suis pas allé à l'école, je n'ai pas fait les beaux-arts. On s'en fout. Quand quelqu'un me téléphone en me disant « Est-ce qu'on peut suivre un cours, etc. » Oui. Oui, mais je ne sais pas dessiner. Tant mieux. Au moins, la table est rase. Et à partir de là, découvrir avec bonheur, au bout de quelques stages, la faculté de faire quelque chose
les élèves me disent « je n'aurais pas cru que je puisse le faire ». Alors ça, c'est vraiment très, très, très satisfaisant. Et j'apprécie en même temps d'aimer enseigner. Alors il paraît que je suis un bon pédagogue, j'en sais rien, mais j'aime enseigner. Donc ça ne m'est pas difficile d'enseigner, ça ne m'est pas difficile de montrer combien toute personne peut gravir les quelques marches pour pouvoir avoir quelque chose, un résultat déjà satisfaisant au bout de, allez, 2 stages. Alors, est-ce que pour toi, c'est une formation ou une voie spirituelle pour se rencontrer? Alors, c'est vraiment les deux. Je crois que, et je le vois, il y a dans l'art de créer, quelle que soit cette création, un bonheur, une sorte d'épanouissement, une ouverture du cœur, de l'esprit, de façon à ce qu'on perçoive cette grandeur cachée en soi, ces dons, en tous les cas, qui sont dormants. Les botanistes parlent souvent de la dormance, c'est-à-dire cette capacité que la graine, elle a de dormir longtemps, tant que le degré hygrométrique, tant que le soleil, tant que la saison, tant que tous les paramètres ne sont pas réunis, elle ne bouge pas. Et j'aime cette comparaison, parce que c'est vrai que nous sommes souvent, me semble-t-il, dans une sorte de dormance par rapport à nos propres capacités. Alors, c'est vrai que quand on apprend le piano, je ne sais pas jouer du piano. Quand on apprend le violon, je ne sais pas jouer le violon. Quand on apprend à faire du cheval, je ne sais pas faire du cheval. Mais quand on apprend quelque chose, on apprend à tomber de cheval, paraît-il. On apprend à faire des fausses notes. Non, on n'apprend pas à faire des fausses notes. Mais il y a beaucoup de fausses notes. C'est très douloureux, paraît-il, pour l'environnement, d'avoir quelqu'un, ou un jeune garçon ou une jeune fille qui apprend le violon chez soi. Donc il y a une douleur, il y a un apprentissage, il y a une marche. Je reprends l'image de la montagne. Si on veut faire quelque chose qui soit vivant, qui soit vrai et qui soit harmonieux, il y a un chemin et il y a une marche. Et c'est la raison pour laquelle c'est vrai que cet art-là, c'est un art du simple, mais je mentirais en disant que c'est un art simple, facile. Non. Il faut aimer le défi et apprécier de se surprendre soi-même en train de faire quelque chose d'inattendu, de beau, apprécié par les autres, et avec cette satisfaction de pouvoir montrer ce que l'on a fait, parce que c'est vraiment un des charismes. Et chaque particularité est un don. Et chaque fois que tu peins, tu ne sais pas combien de temps tu vas passer à cette peinture. C'est chaque fois différent. Ça peut durer très longtemps comme ça peut être très court. Il y a 2 moments difficiles. C'est quand commencer et quand je m'arrête. Parce que là, je pourrais rajouter, il y a des feuilles, on peut rajouter. Bon, finalement, on n'y verrait pas grand-chose, hein, 3, 4, 5 de plus. Mais il y a un moment donné où on arrête. Ce n'est pas la quantité qui compte. C'est cette vitalité de la nature, cette puissance de la nature, en même temps que cette fragilité. Il y a dans l'art, et dans celui que j'enseigne, dans la peinture zen, un équilibre entre cette fragilité de la nature et cette sauvagerie de la nature, mais qui est en soi. Parce que nous-mêmes, nous sommes dans une sorte de fragilité. Il faut y aller doucement. Et en même temps, nous ne connaissons pas les ressources d'une extraordinaire puissance, constance, persévérance, capacité d'étonnement et capacité de résilience aussi, pour parler un nom et un mot souvent entendu maintenant, de se reconstruire à travers ce que nous sommes capables de réaliser.
Alors je m'écarte un peu de cette facilité apparente de l'art contemporain, où on prend une toile et un seau de peinture et des pinceaux, et il s'en sortira toujours quelque chose. Je suis un vieux de la vieille, hein, un vieux zen qui n'a jamais entendu une symphonie de Mozart jouée par un chat qui marche sur les touches d'un piano. J'entends des choses qui sont cacophoniques, et toutes les peintures n'ont pas la même valeur, comme tout art produit par une certaine forme de rapidité voulue ou de facilité qu'on se donne. Voilà, donc je mets la barre un petit peu haute, mais ô combien agréable, parce que le rôle d'un guide dans cette matière, d'un pédagogue dans la peinture zen, c'est de montrer progressivement les étapes à parcourir sans sauter les étapes. Et à ce moment-là, j'ai des élèves extraordinaires qui vont à une allure formidable parce qu'il y a le respect des fondamentaux. Et c'est un art qui a eu la chance, je crois, encore une fois j'utilise le mot chance auquel je ne crois pas, mais a cette force d'être codifié pour une bonne partie par des étapes et des fondamentaux. Pas de retour en arrière. Garder le vide. Le vide est aussi important que le plein. Le vide permet à la forme d'exister. Le silence permet à la musique d'exister. Il y a donc une sorte de philosophie en retour qui nous éveille ou nous réveille avec cette possibilité et cette exigence en même temps, en acceptant aussi, ah ça c'est très important, d'avoir une philosophie dans cette peinture zen de l'erreur. Accepter les erreurs que nous faisons. Jung disait, une vie sans erreur n'est pas une vie. Tu veux dire que chaque fois que tu mets une feuille à la poubelle... Oui. Elle m'apprend quelque chose. Ah, mais oui. Je ne peux pas être aveugle de mes erreurs. Je n'ai pas le droit. Je suis en quelque sorte un peu responsable de ce que je fais. Mais j'apprends quelque chose par mes propres erreurs. Alors évidemment, j'ai eu des professeurs qui m'ont dit « Là, tu n'as peut-être pas très bien vu qu'il y en avait une, mais là, il y en a une quand même d'erreur. » Donc, mettant le doigt sur, effectivement, mes propres erreurs et mes propres fragilités. Mais c'est merveilleux. C'est merveilleux parce que les peintres qui n'ont pas découvert cette richesse de l'erreur, ils passent à côté. D'ailleurs, je les reconnais, ils se plaignent toujours. On ne peut pas se plaindre de nos erreurs. On apprend de cela. Et on apprend en les voyant, les dépassant, les travaillant et les acceptant d'abord. Alors, au piano, une erreur, c'est une fausse note. Oui, c'est une fausse note. Et en peinture? Eh bien, c'est une fausseté, un dérapage, une tache, une feuille qui, au lieu d'être souple et d'avoir cette délicatesse de ce poids qui tombe petit à petit avec ces feuilles qui ne sont pas raides mais souples, sauf sous la pluie, ben oui, c'est une erreur de faire de la nature. Les feuilles de bambou, c'est pas un cactus de l'Arizona, hein. Et tu disais tout à l'heure que tu avais deux moments importants, c'était avant de commencer. Et quand je m'arrête, quand faut-il s'arrêter? Alors, avant de commencer, qu'est-ce qui se passe et quand est-ce que tu sais que c'est le moment? Alors, je suis obligé d'avouer quelque chose. Pas sous la contrainte. La pratique de la méditation, la pratique de la concentration, le fait d'avoir appris, et puis cet art nous apprend à être concentré. Je ne peux pas penser au courrier que je vais recevoir dans ma boîte aux lettres en même temps que je suis en train de peindre, c'est clair.
Donc je suis vraiment dans cet apprentissage, dans cette école de la présence. Eh bien, la concentration, la méditation avant, la prière, quelques personnes ici m'avaient posé cette question-là, c'est-à-dire ce moment un peu sacré quand même, hein, dans lequel je ne vais donner que si j'ai reçu. Donc si je ne suis pas dans une attitude d'acceptation, de remerciement, de laisser les intuitions, les émotions se calmer, s'il n'y a pas ce calme un peu intérieur qui s'apprend, ça ne veut pas dire qu'on est toujours calme, mais qu'il y a des moments où on se rejoint dans le meilleur. On se rejoint dans une paix que l'on a connue. Si on l'a connue, c'est qu'on peut encore la connaître. Et si on se rejoint dans ce moment de calme avec une sorte de pacification émotionnelle qui s'apprend par la méditation ou par la concentration, par le zen, hein, en fait, le zen a fait du bien. C'était un truc étrange il y a 50 ans. Quand j'ai rencontré Maître Deshimaru, qui est venu en France, ici, et que je parlais avec lui, il disait à tout le monde, d'ailleurs parce qu'il ne connaissait pas beaucoup le français, mais il disait le zen, c'est pas de la tarte. Il avait une expression pour tout le monde. Tous les journalistes qui l'interviewaient. Alors qu'est-ce que le zen, monsieur Deshimaru? C'est pas de la tarte. Bon, d'accord. C'est pas de la tarte, oui, effectivement, parce que tu restes assis, tu es calme, tu apprends ton souffle. Tu le prends en considération, tu respires, tu te poses. Tu prends conscience de ton corps car tu as un corps. Tu ne fais pas abstraction de toi au profit d'autre chose. Bref, tous les noms que vous entendez ici sont vrais, quoi. Il s'agit d'être dans un faisceau d'attention particulier que l'on a, alors très curieusement, on a cette qualité de présence souvent pour les autres, mais pas vis-à-vis de soi-même. Je trouve qu'on est gauche vis-à-vis de soi-même. On est brusque, on est maladroit, mais quand je vois un adulte qui aide un aveugle à traverser une rue, d'un seul coup, il lui prend la main avec une douceur incroyable dont il ne serait pas capable vis-à-vis de lui-même. Il marche à son pas, il prend les précautions pour l'avertir que le trottoir en face, il va falloir lever le pied. Et la même chose pour un enfant, sans prendre l'exemple pour quelqu'un qui est aveugle et qui traverse la rue. Donc il y a cette capacité chez nous d'être extraordinaire par rapport à l'autre, à certains moments, pas toujours, et pas en étant maladroit vis-à-vis de soi-même. Or, dans un art et dans une peinture telle que cette peinture Sumie en japonais, la peinture zen, eh bien, nous apprenons à être dans une sorte d'adresse, en étant adroit, ne serait-ce que pour éviter de faire tomber son pinceau plaf en plein milieu de la feuille, bien sûr, mais adroit au sens où respectueux et dans une forme de respect, de délicatesse par rapport à soi-même. Je vous garantis qu'on se soigne aussi en même temps. Alors, je vais poser des questions un peu plus techniques. Après, si le public a encore quelques questions, n'hésitez pas. Tu enseignes dans différents lieux ou est-ce que c'est juste vers le lieu où tu habites, vers Nice? En fait, je suis devenu paresseux. C'est vrai que en ayant 4 fois 20 ans, on commence à compter un peu les marches d'escalier. Donc, j'invite les élèves qui viennent un peu partout, hein, Bretagne, Paris, Belgique, Suisse, Espagne, Italie. J'aime bien les élèves italiens parce que je parle l'italien.
Donc je les invite à suivre des stages, effectivement, plutôt dans le sud de la France, à Sanary, exactement, dans une magnifique structure d'accueil. Mais je me déplace aussi, je vais en Bretagne, je vais à Paris plusieurs fois, je donne des stages ici, et à Grenoble, à Lyon, voilà. Mais je diminue un peu. Bon, ça se comprend. Hein. Moi, je diminue un peu. Je deviens égoïste. Je dis aux élèves, je vais bien donner des stages, j'en ai donné beaucoup, mais j'en donne encore. Hein. Mais j'aimerais bien peindre aussi, avoir du temps pour moi. Et généralement, ils le comprennent. J'ai beaucoup aimé ton livre, L'esprit du geste. Dommage, puisque maintenant il n'est pas été réédité. Hein. Non, il y a des pirates qui le vendent 100 fois son prix sur Amazon, mais il ne faut pas l'acheter. Par contre, tu écris. Oui. Tu continues à écrire. Oui, il y a un deuxième livre qui va sortir. Ah, super. Oui. Et puis, je sais, en tous les cas, merci. Tu as écrit aussi pour notre revue. Alors ça, je te remercie parce que la revue Reflet, effectivement, est une belle, un magnifique support pour parler de l'art, notamment dans le dernier, Le futur de l'art, tel que je le conçois, en tous les cas, pour ne pas s'arrêter à l'art que nous connaissons d'une façon un peu maladroite aujourd'hui. La revue Reflet, j'ai été interviewé dans la revue Esprit Bonsaï aussi en septembre. Une très belle revue aussi qui est diffusée partout au Canada et en Suisse sur la connaissance de soi dans la peinture zen, dans l'Esprit Bonsaï. Et puis vous avez des revues, alors vous pouvez en acheter parce que j'en ai amené dans le stand du Divan, la librairie Divan, qui est à 2 pas d'ici, là. À 2 pas, hein, je crois, c'est ça, à 20 mètres, voilà. Et à gauche. Et les personnes pourront te demander une dédicace. Et éventuellement une dédicace. Et cette revue, alors j'ai été stupéfait d'apprendre que je faisais partie des peintres contemporains. Mais, ma foi, c'est vrai aussi. Voilà. Donc cette revue s'appelle Art Absolument. Et titre 65 talents à découvrir. Donc vous verrez toutes sortes de personnes, dont votre serviteur. Et puis la revue Reflet, merci pour le dernier numéro, puisque c'est au moins la 3e fois que j'écris dans ta revue, que vous trouvez au stand de G2, dans le hall A, qui vient de sortir. Elle est sortie il y a... Elle vient juste de sortir. Mais la donc vous verrez toutes les gentilles choses que je dis et les quelques balivernes, vous ferez le choix. Et aussi, Robert a apporté quelques peintures. Oui, alors ça, c'est pour vous montrer tout ce que je ne peux pas faire, parce qu'il faut quand même un peu de temps et il faut aussi un peu de patience de votre côté. Donc vous pouvez vous rapprocher si vous voulez les voir. Ça peut être intéressant. Quelques peintures qui nous donnent pas un panel, mais enfin des choses belles, à mon avis, qui sont possibles. Voilà, quelque chose d'extrait très discret, sous la forme d'un kakemono, comme on dit en japonais, c'est-à-dire un format très étroit, très allongé. Voilà, un magnifique papillon sauvage. Des choses très classiques, alors ça c'est vraiment classique, mais il faut s'y faire aussi dans le classique, des feuilles de lotus et des lotus, avec cette impression de relief dans les différents tons. Ici, alors ça, c'est voilà ce qu'on apprend quand on débute. Branche de prunier. Alors les Japonais aiment beaucoup. Moins il y a de choses, plus ils apprécient. J'ai vu une exposition à Tokyo, il y avait 2 brins d'herbe, ils étaient en admiration. Mais au moins, le côté merveilleux de la nature les émeut encore, alors que souvent, on passe à côté sans trop s'en apercevoir. Ça, c'est donc un exercice assez de débutant. Alors ça, c'est déjà l'œuvre de quelqu'un qui a suivi 4 années à peu près et qui a fait un très beau travail sur du vrai soumillé qui est suggestif. On devine, on voyage. Un de mes maîtres disait, une peinture réussie, c'est une peinture dans laquelle on peut voyager. Donc il y a du relief, de la profondeur, de la lumière, des formes qui sont
tantôt précises, certaines, d'autres qui sont plus floues. L'art de la suggestion est un art total. Ne pas tout montrer. Voilà. Ça a été fait en Chine aussi. Et quand on voit les Japonais ou les Chinois dans une exposition, regarder des œuvres qui sont faites, on les voit se promener, ils regardent, alors ils sont intrigués, alors ils regardent une peinture à 20 cm pour voir un peu, mais comment il a fait, puis après on les voit, ils décalent, ils partent, ils font 5 mètres, 10 mètres, ils regardent, ils ont la vue d'ensemble, puis après ils reviennent, et vous voyez, et ça vous êtes sûr que là votre peinture commence à les intéresser quand ils ont fait 3-4 fois les allers-retours comme ça. Merci Robert. Merci Vraiment, à toi, merci à vous. C'est un grand moment pour les personnes qui sont venues aujourd'hui et pour toutes les personnes qui vont te voir, puisque ça va être transmis par l'espace. Est-ce que tu veux donner un message dans ce monde un peu chaotique à ces personnes qui sont venues te rencontrer? Y a-t-il des artistes parmi vous? Moi, je fais un peu d'aquarelle. Aquarelle. On est peut-être trop près tous les deux. Aquarelle, musicien, il y en a? Oui, je suis pianiste. Pianiste? Alors, l'aquarelle, j'aime beaucoup travailler sur le motif, alors que je ne sais pas travailler, copier. Copier, heureusement, tant mieux. Les sons. Oui, les oui, odeurs. oui, oui. Là, je prends plaisir. Mais Absolument. Chez moi, pas du tout. Complètement. Vous avez tout à fait raison. J'ai vu une fois, j'étais à côté de mon maître en Chine, et puis la pluie commence à tomber. Et il était avec un carton rigide sur lequel il y avait la peinture qu'il était en train de faire, et puis ploc, 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 ploc. Alors je me dis, oh là là, il va s'arrêter. Pas du tout. Pas du tout. Et pour lui, quand il pleut, c'est le bon moment pour peindre. Et effectivement, il y a une sorte d'acceptation des contraintes de la nature. Et j'ai encore appris quelque chose. Un grand merci. J'ai une question sur les volumes. Ils sont tous en 3D, là, quasiment. Il y a des profondeurs. Oui. Vous n'avez pas parlé de non. Cette vision. Il y a des gens qui voient visuellement juste comme un plan. Oui. Et là, qui voient avec le volume. Oui. Et là, il y a du volume partout. Là. Oui, il y a une profondeur. Je suis bien d'accord avec vous. C'est notre travail aussi. Lumière, contraste, rythme, profondeur. Voilà, des quatre critères. Dedans, oui. On le voit, mais dans le paysage. C'est pour ça qu'on voyage. Et on chemine, on passe entre les arbres. Voilà. Oui, c'est pas une ligne droite, hein. Il y a beaucoup de... Oui, absolument. En même temps, vous êtes en train de dire le problème majeur pour tout peintre, c'est qu'ils sont dans la 2 dimensions et que le problème, c'est de donner la dimension interne qui est si extraordinaire. Il y a des œuvres, même, et en particulier dans les icônes, où la lumière vient de l'arrière. C'est encore aussi une autre façon d'appréhender la nature et d'essayer de donner cet effet de relief. Oui. Un grand merci. Ben, je vous encourage à devenir les artistes au cas où vous ne le soyez pas encore et à persévérer. Et on va pouvoir continuer, les personnes qui souhaitent continuer à parler avec Robert, il pourra dédicacer sur les revues qui sont vendues par le Divan. Et il a mis aussi en vente 2 de ses peintures. Donc vous pouvez continuer à discuter avec lui derrière cette paroi, donc à la librairie de Divan. Un grand merci Robert. Bien volontiers. C'était un instant magnifique avec toi. Bien volontiers. Demander les 4 séries de lumière. Oui, voilà les fondamentaux. Ah, donc vous avez retenu les fondamentaux déjà, c'est très bien.
La lumière, les contrastes, le rythme et le relief. La profondeur, c'est ça, oui. Profondeur, c'est le relief.